Bon, le pôle des non-alignés est une des entités politiques dans le cadre des concertations sur les questions électorales qui existent depuis au moins 2010. À l'occasion de l'audit du fichier qui était organisé, les partis politiques s'étaient regroupés en plusieurs entités, parmi lesquelles l'entité que constitue le pôle des non-alignés. Pourquoi le pôle des non-alignés? Comme son nom l'indique, c'est une entité constituée de partis politiques qui tiennent à leur autonomie, à leur indépendance d'action et de pensée, et qui refusent de se faire dicter les positions qu'ils ont à défendre sur les questions d'intérêt national. Vous savez que quand vous vous retrouvez dans certaines entités, dans certains regroupements de partis politiques, le plus souvent, on a l'impression qu'il y a des formations politiques qui se considèrent être les plus représentatives et qui ont tendance à dicter leur volonté aux autres, ce qui fait que quand vous êtes ensemble, quand vous êtes dans ces groupes-là, le plus souvent, c'est les positions de ces partis politiques qui sont portées dans les débats. Et ces positions peuvent souvent être des positions politiciennes qui ne correspondent pas aux préoccupations fondamentales du peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle, pour préserver notre autonomie, notre indépendance d'action et de pensée, nous avons, depuis cette période, mis en place cette entité-là qui participe à toutes les concertations. Donc cela, depuis au moins 2010 où cela a été formalisé dans le cadre des textes qui organisaient ces concertations autour des questions politiques, en regroupant les partis sous forme d'entités regroupées autour de la majorité, autour de l'opposition, autour des non-alignés. Précédemment, il y avait aussi une autre entité qu'on appelait le pôle des indépendants, mais à partir de 2014, on a rétréci le nombre d'entités pour dire qu'au lieu d'avoir 4 ou 5 entités, on s'en limite maintenant à 3 entités, à savoir le pôle de la majorité, de l'opposition et des non-alignés. Bon, en fait, les quelques événements qui se sont passés et dont vous faites référence ne sont pas liés à la ligne du pôle, mais simplement à des préoccupations en rapport avec la participation au dialogue national. Ce qui s'est passé, et bon, sur ça je n'ai même pas voulu trop insister, c'est que nous avons demandé à ce que notre pôle soit représenté avec plus de membres dans le dialogue national. Cette demande est en cours et comme ça a tardé à trouver une réponse favorable, il y a eu un peu d'empressement et d'inquiétude aussi, il faut le reconnaître, de la part de certains qui ont pensé, avec la sortie du dernier décret, que l'élargissement de notre participation à ce dialogue national était peut-être compromis et c'est ça qui a justifié peut-être ces réflexes de désarroi qui ont poussé à la sortie de 2 de nos membres pour fustiger le fait que, par exemple, le dialogue national puisse se tenir sans une bonne participation de la jeunesse. Absolument, absolument. Nous sommes confiants parce que nous savons que l'objectif de ce dialogue, c'est d'impliquer toutes les forces vives pour que la réflexion permette d'aboutir à des décisions consensuelles qui feront avancer notre pays dans tous les domaines. Et dans ce cadre-là, il ne peut pas y avoir d'exclusif. Mais il se trouve simplement que pour mettre en place ce dispositif qu'est le dialogue national, il y a des procédures, des démarches à suivre qui ne sont pas le plus souvent faciles, mais nous ne désespérons pas que très bientôt des solutions soient trouvées par rapport à la demande que nous avons faite. Parlons du dialogue. Bon, vous savez, au lancement du dialogue national le 28 mai
le président de la République avait indiqué les quotas pour chaque entité. Et lorsque le décret est sorti, il nous a été indiqué que nous devions être représentés par 5 membres. Ce qui fait que le 21 juin, nous nous sommes réunis en Assemblée générale. Nous avons longuement discuté et défini le profil de ceux qui devraient nous représenter pour que notre représentation soit de qualité, comme elle l'est au niveau du dialogue politique. Il nous a été aussi demandé, en tant que coordonnateur, à une prochaine Assemblée générale, de faire une proposition sur la base des profils définis. Et le 9 juillet, nous avons en Assemblée générale présenté une proposition de liste qui a été validée sans aucune objection de la part des présents. À cette réunion aussi, nous avions dit, comme on nous avait attribué simplement 5, nous devrions saisir les autorités pour avoir un nombre complémentaire. Et que si nous le faisons, nous devrions tenir compte aussi de la question genre, en impliquant davantage aussi les femmes et les jeunes. Alors, ces initiatives ont été prises, ça a tardé, et quand le dernier décret est sorti, dans lequel il y avait 40 personnalités qualifiées qui seraient proposées par le président Famara Ibrahima Sagna, ça a créé un peu de désarroi parce que beaucoup ont pensé que c'était une réponse définitive et que donc l'élargissement, que nous avions demandé, ne pouvait plus avoir lieu. Alors que ce décret-là était une initiative du président du comité de pilotage pour s'ouvrir davantage à d'autres personnalités. Et à ce niveau-là, nous pensons que notre participation sera de qualité parce que nous souhaitons pouvoir être présents dans toutes les commissions pour que nos vues et nos positions sur les questions d'intérêt national puissent être exposées dans ces différentes commissions. Quand vous regardez simplement les principes qui ont été annoncés par le président Famara Ibrahima Sagna, sa volonté était, d'élargir le comité de pilotage aux femmes parce que, après avoir fait le décompte, il avait constaté qu'il n'y avait pratiquement que dans l'ordre de 7% de femmes. Et il a considéré que véritablement pour discuter des questions du Sénégal et du devenir du Sénégal, on ne pouvait pas faire un tel choix. Deuxièmement, elle a aussi fait appel à des compétences qui sont tant au niveau national qu'au niveau international des Sénégalais qui ont des compétences reconnues et avérées dans les domaines qui sont débattus au niveau du dialogue. C'est ce qui fait donc que le choix de ces personnes en tant que telles au plan de la qualification et de l'expertise ne pose pas de problème. Et ce qui a été critiqué le jour du lancement du comité de pilotage, c'est simplement la démarche qui a été utilisée. Cette personne n'était au courant jusqu'à ce que le décret soit publié. Mais comme c'était une initiative personnelle, pour élargir à un certain nombre de compétences, les gens ont compris, mais ce décret-là n'est pas un obstacle à la réalisation ou à la satisfaction de la demande du pôle des non-alignés pour que les gens soient impliqués dans le travail du dialogue national. Dès l'instant que le comité de pilotage est installé et que le gouvernement dit que les décisions consensuelles seront appliquées, nous pensons que la balle est maintenant dans notre camp, dans le camp du comité de pilotage. C'est à nous de réfléchir sur toutes les questions, sans avoir de questions taboues, de discuter de toutes les questions, de pouvoir parvenir à des consensus et de mettre maintenant le gouvernement à l'épreuve pour voir est-ce que cela va être appliqué ou est-ce que cela ne va pas être appliqué. Mais dès l'instant que le gouvernement dit que les décisions consensuelles seront appliquées, à partir de ce moment, nous considérons que c'est à nous de travailler, de réfléchir pour notre pays, pour que nous puissions avoir beaucoup d'accords qui serviront à la consolidation de la paix, de la démocratie et de la stabilité. Absolument, absolument. Nous, dans la commission politique, nous débattrons de toutes ces questions, en particulier les conditions qu'il faut
pour la consolidation d'un état de droit, pour le respect des libertés individuelles et la liberté de l'action politique au Sénégal. C'est des questions qui vont être abordées et nous avons estimé que tous les textes qui sont de nature à remettre en cause l'application de ces libertés fondamentales, tous ces textes-là devront être revus pour soit être supprimés, ou bien être amendés et améliorés pour que véritablement on ne remette plus en cause ces libertés, tant d'association, de manifestation, compte tenu de l'existence d'un certain nombre de textes sur lesquels effectivement l'administration se base pour pouvoir justifier certains... Vous savez, le problème que nous avons, c'est un problème de texte. Imaginez, on adopte un texte de loi ou une circulaire qui dit que, par exemple, une manifestation n'est pas possible à tel endroit. Si on dit qu'une manifestation n'est pas possible à tel endroit, il y a un texte, il est clair que l'autorité administrative ne peut pas remettre en cause ces textes, même si l'autorité administrative pouvait se rendre compte qu'objectivement ce texte-là n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution. C'est la raison pour laquelle ce qu'il faut fondamentalement, c'est se battre pour que les textes sur lesquels les autorités administratives se basent pour pouvoir interdire ces manifestations-là, que ces textes-là soient revus. Quand vous prenez l'arrêté Ousmane Ngom, qui est décrié partout, mais tant que cet arrêté sera en vigueur, est-ce que vous pensez qu'un préfet, quel qu'il soit, qui qu'il soit, est-ce qu'un préfet a le droit d'organiser et d'autoriser une manifestation là où une circulaire dit qu'une manifestation ne peut pas être organisée? Le préfet ne peut pas. Et c'est la raison pour laquelle, pour libérer le préfet et amener le préfet, par exemple, à pouvoir prendre les dispositions pour que la manifestation puisse avoir lieu partout, si c'est nécessaire, il faudrait d'abord que les gens se battent, que les gens se discutent pour pouvoir dire que cet arrêté-là, il faut purement et simplement le retirer du circuit et amener maintenant les autorités à autoriser les marches en les encadrant, quel que soit le lieu où la marche doit avoir lieu. Parce que ce qui est clair, que ce soit devant le palais, que ce soit devant ailleurs, si il n'y a aucun texte qui l'interdit, nous pensons que le préfet aura les moyens d'encadrer la manifestation sans qu'il y ait de couac et sans qu'il y ait de perturbations majeures. Mais aujourd'hui, si on élabore une loi ou un texte qui contraint l'autorité administrative à se plier, il est clair que l'autorité administrative ne peut pas faire autre chose que appliquer ce que dit le texte. Et parce qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, le préfet, par exemple, ne peut pas dire si telle loi est bonne ou si elle est mauvaise. Une autorité administrative, elle est là pour appliquer la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et c'est ça qui fait qu'il faut nécessairement que cette loi-là soit remise en cause. C'est-à-dire, mon point de vue sur la question, c'est que lors de cette manifestation, dès l'instant que le préfet l'avait interdite, il suffisait simplement que la manifestation soit dispersée. Ou que, par exemple, ceux qui sont les responsables soient arrêtés le temps simplement de la durée de la manifestation, jusqu'à ce que la manifestation soit dispersée et vous libérez les gens et rentrent chez eux. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, au moins l'opinion pourra dire que bon, le préfet était obligé parce que quand même, comme c'est interdit par une circulaire, il ne peut pas faire autre chose que faire de sorte que la manifestation n'est pas liée. Donc on pouvait se passer d'une arrestation de longue durée et ensuite se passer aussi d'un emprisonnement. Et à ce niveau, ce que nous dirons, c'est que nous souhaitons profondément qu'on aille dans le sens de l'apaisement dans l'espace politique au Sénégal. Et cela est possible.